Alors je suis ravi aujourd'hui d'être pour la première fois d'ailleurs chez Atlan Voisin parce que depuis qu'on se connaît, Jean-Christophe, on ne s'était jamais rencontré physiquement. Après tous ces événements, cette pandémie j'allais dire qu'on a vécu, c'est pas encore complètement derrière nous. Pour parler aujourd'hui de différentes choses. Je vais commencer, si tu veux bien, par ce dont on ne va pas vraiment parler aujourd'hui. L'idée, c'est qu'on ne va pas commenter les résultats 2020, parce que ça, vous l'avez déjà amplement fait, je crois, à plusieurs reprises, sur des fascicules, des papiers, en vidéo aussi, en février dernier, oui. Je crois. On ne va pas non plus voter aux AG, ce n'est pas le but. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de faire un rappel assez global de ce qu'est Atlan, de ce qu'il y a dans cette boîte noire. De temps en temps, on voit cette CSCPI comme ça, de ce que vous faites, de ce que vous allez faire, de plein d'actualités, notamment je voudrais parler d'ISR, hyper intéressant, ce que vous avez obtenu comme label le mois dernier. Et puis parler en effet des métiers, des équipes et toute cette actualité. Mais avant, si tu veux bien, moi j'aimerais bien te poser une question. Alors moi je suis entrepreneur, tu le sais, et j'ai vécu une année quand même ultra singulière. Je veux dire, on a tous vécu, tu me parlais tout à l'heure des années 90, alors moi j'étais plus jeune, mais on a tous vécu des crises, des moments difficiles, mais là c'est quand même vraiment à part, quoi. J'aimerais te poser la question de comment toi tu l'as vécu intérieurement en tant que chef d'entreprise et avec tes équipes et avec aussi ce secteur qui a quand même, enfin ça a dû chambouler, dans ta tête ça a dû être aussi un moment assez incroyable. Oui, bien sûr. Alors, ça a été plusieurs étapes. La première étape a été violente. Donc, on reprend l'historique. Mars 2020, confinement, d'une petite épidémie en Chine dont on se foutait absolument et on se disait, oui, une petite grippe. On se disait, bon, c'est pas grave, ça va rester là-bas. On se retrouve confiné au mois de mars. Donc, ça a été d'une violence extrême. Donc le premier sentiment, c'est l'inquiétude, bien entendu. C'est qu'est-ce qui va se passer ? Il y a effectivement un moment où les pouvoirs publics ne savent pas trop comment ça va se passer, en disant on va aider, mais les aides ne sont pas en place. La fureur médiatique avec tous les entrepreneurs et les patrons qui se disent mais comment on va pouvoir survivre, notamment les premiers qui sont fermés, les commerces non essentiels. Et on a vu tous dans les médias, les restaurateurs, les commerçants hurler en disant on va mourir. Donc là, il y a une véritable inquiétude et effectivement, je la ressens immédiatement. Après, l'expérience et le recul de 35 ans de réalisation dans ce métier te fait un peu réfléchir et te dire on ne va pas s'énerver, on ne va pas s'inquiéter, on va poser les problèmes et on va essayer de gérer au mieux. On sait que ça va être une gestion de crise. Alors dans une gestion de crise, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est embarquer tout le monde. Une entreprise, c'est une ambition collective. Et cette ambition collective, il faut qu'elle soit partagée. En l'occurrence, Atlan Voisin, l'ambition collective, c'est quoi ? C'est on vend des produits à des épargnants. Eux attendent une délivrance de performance de notre part. Donc on doit leur garantir cette performance, même si effectivement on est dans une situation qui est très particulière. Alors cette ambition collective, on l'avait déjà partagée auparavant, c'est-à-dire qu'on a un mode de management au sein d'Atlan. Il faut bien comprendre qu'Atlan Voisin, c'était 14 personnes en 2015, c'est 60 personnes aujourd'hui. Donc on a recruté et on s'est appuyé sur les bases existantes, qui étaient des bases solides, et on a toujours fait en sorte de partager une ambition collective et de communiquer ensemble. Et ça, bien avant le Covid. Donc ça nous a permis, à partir de cet événement du Covid, et même en période de confinement, où il a fallu activer le plan d'activité de secours, donc au sein d'Atlan Voisin, donc toutes les équipes ont été mobilisées. Elles ont travaillé de chez elles, on a vu qu'on pouvait travailler effectivement de chez nous et qu'on pouvait faire face à ça. Et après, il y a la deuxième période où effectivement, nous, on a été un peu attentistes pendant ce premier confinement en disant on attend de voir ce qui va se passer. Donc on a accompagné certains locataires dans une première étape en disant on suspend les loyers, c'est-à-dire ne payez pas les loyers, payez vos charges, mais ne payez pas les loyers, on attend. Quand on a eu, je vous rappelle, un mois de confinement, puis une prolongation d'un mois. Donc on a été fermé jusqu'au 11 mai en 2020. Donc à partir du moment où on a une date de réouverture,
on a commencé à agir auprès des locataires et ça a été une action individuelle. C'est la difficulté, c'est qu'en plus vous êtes ensemble, vous n'êtes pas contre les locataires. Non. Donc dans ces moments-là, sachant que toi, ton modèle économique, moi à la limite, comme dans d'autres, je suis plutôt dans le digital. Il y a un moment où je me suis dit, je vais pouvoir aider mes clients, mais toi, tu es vraiment dépendant de commerçants, potentiellement d'hôteliers, de gens comme moi qui ont des bureaux et qui sont en fait fermés, quoi. Ouais. Donc à un moment, l'utilité même de ce que tu leur proposes est réduite à néant quasiment. Alors oui, il y a eu cette première période où il y a eu beaucoup de demandes. Alors, il faut serrer les catégories. Hein. Ça a été vraiment focalisé sur les commerces non essentiels qui ont été fermés. Ouais. Et qui n'avaient pas encore reçu leurs aides, et on reviendra peut-être sur toutes les aides qu'ils ont reçues et qui leur ont permis de tenir. Les bureaux, ça n'a pas été un sujet. Les bureaux, certains pouvaient aller au bureau, même si c'était très réduit, ils avaient leurs serveurs, ils avaient leurs services informatiques. Donc la problématique des bureaux n'a pas été une problématique, en tout cas le paiement des loyers n'a pas été un problème pendant la période Covid. Et on l'a rappelé lors de différentes interviews, on a eu sur 500 locataires 3 demandes d'accompagnement ou de report de loyer. C'était pas d'annulation de loyer sur les bureaux, mais tous les locataires bureaux ont payé leur loyer. Oui, sachant que là-dessus, il y a, je pense, alors des gens qui ont des vraies difficultés, il y a potentiellement des opportunistes, et après, quand même, la plupart des gens qui font bien leur travail ont eu soit des aides, soit des prêts garantis par l'État, soit pour vraiment permettre de payer ce... Si tu permets, Mathieu, je voudrais revenir à la première question, ça me paraît important. Donc il y a eu cette première phase. Moi, j'ai une certaine fierté qui n'est pas personnelle, qui est collective, de la manière dont tous les salariés et les collaborateurs d'Atlante Voisin se sont investis pendant cette période. Ça a été véritablement, c'était pas une surprise, parce que j'en étais persuadé, de par la qualité des personnes, mais tout le monde a été là pour gérer les problèmes, pour communiquer, pour rassurer les épargnants, pour gérer les locataires, pour réaliser les investissements, pour faire les travaux dans les immeubles. Ça a été remarquable. Et je peux en plus en témoigner, parce que moi, c'est à ce moment-là où on s'est rencontrés, avec Thomas aussi, avec toutes les équipes chez vous. Et j'ai bien vu que vous n'étiez pas du tout dans une position attentiste, au contraire, vraiment à prendre le taureau par les cornes. Et c'était intéressant parce que on en a vu beaucoup qui étaient vraiment dans cette phase de sidération pendant des mois, en fait. Et c'est vrai que ça s'est vraiment ressenti, même à l'extérieur pour les partenaires. Merci. Si tu veux bien, avant d'aller un peu plus dans certains sujets, j'aimerais qu'on revienne sur votre métier de base, la SCPI. Réexpliquer un peu ce que c'est dans les grandes lignes. Certains savent bien, connaissent tout ça. D'autres le découvrent. J'ai besoin, moi, de le découvrir, de le redécouvrir à chaque fois, de comprendre aussi ensuite ce qui fait la singularité d'Atlante Voisin, de vos SCPI. Voilà, tu m'expliques un peu alors? On va commencer par la SCPI. Ouais. C'est relativement simple. Globalement, c'est une copropriété. Vous investissez dans une copropriété où le gérant est chargé d'acheter des immeubles, selon la stratégie qui est indiquée dans la note d'info ou dans les statuts, qui va louer ces immeubles. Ces immeubles vont générer des revenus. Les revenus vont être versés trimestriellement aux épargnants qui ont souscrit des parts. Si tu me permets, moi, la copropriété, de temps en temps, ça me fait un peu peur parce que je fais des réunions de copro, je gère des locataires, je gère tout ça. C'est un peu la copropriété avec les avantages sans les inconvénients, quand même. Exactement, tu as raison, parce que la copropriété, ça peut poser quelques problèmes. Non, là, le souscripteur n'a aucun souci de gestion, puisque c'est le gérant qui assume toute la gestion du fonds et des immeubles. Sachant qu'aujourd'hui, acheter un immeuble et le gérer devient de plus en plus compliqué parce que la réglementation, que ce soit la réglementation environnementale, la réglementation juridique, a été très dense depuis maintenant une dizaine d'années. C'est important de comprendre ça parce que ce que je disais à l'instant sur... j'ai quelques petits investissements immobiliers. Alors bon, si tu vas dans des parkings, c'est assez simple, mais il y en a certains sur lesquels déjà c'est risqué parce que tu peux avoir des gens qui ne te payent pas, tu ne sais pas forcément gérer, des travaux imprévus et des choses comme ça. Mais surtout, en plus, c'est devenu extrêmement cher, très inaccessible. Donc, notamment pour les plus jeunes qui n'ont pas pu acheter avant, la SCPI est quand même un moyen de rentrer sur le marché immobilier, de temps en temps en empruntant, je crois en plus. Assez simple en fait. C'est très simple. C'est le seul produit financier où on a autant de modes de souscription. C'est-à-dire que soit tu l'achètes comptant, si tu as des possibilités aujourd'hui, soit tu l'achètes via des versements programmés. Donc à partir de 1 000 €, tu as un effort d'épargne et tu souscris à partir de 1 000 € d'épargne et tu peux
effectivement multiplier chaque trimestre 1 000 €. Donc c'est une épargne forcée qui est assez facile. Et là aussi, c'est au comptant. Tu peux l'acheter à crédit. Donc effectivement, bénéficier de taux d'intérêt qui sont faibles par rapport à un rendement qui est plus élevé, donc ce qu'on appelle un effet de levier positif. Okay. Et enfin, il y a le démembrement. Le démembrement de propriété, c'est qu'on va démembrer la part, où tu auras un usufruitier, un nu propriétaire. L'usufruitier bénéficiera des revenus, le nu propriétaire sera propriétaire des parts. Donc selon des durées qui peuvent aller de 3 à 15 ans ou 20 ans. L'intérêt, l'usufruitier, ça lui permet de doper son rendement. Donc c'est très intéressant, notamment pour la trésorerie de certaines entreprises. Donc il y a effectivement des personnes morales qui achètent l'usufruit. Ou un exemple personnel que l'on peut tous avoir, un enfant ou un petit enfant avec ses parents ou grands-parents. Les parents vont garder la nue propriété, puisque fiscalement ça peut être intéressant pour eux, et vont donner l'usufruit à leurs enfants, ou inversement. C'est-à-dire qu'on va donner la nue propriété à ses enfants, et les parents vont avoir l'usufruit, donc ce qui leur permet d'avoir un complément de retraite. Donc toutes ces modalités n'existent pas dans un autre placement financier. J'imagine pour de la transmission, c'est hyper intéressant. Exactement. Et en plus, quand on aime la pierre un peu comme moi et qu'on se dit, je ne sais pas si c'est intelligent ou pas, mais finalement que au moins j'ai toujours les murs, c'est un peu le raisonnement qu'on a derrière, ça vaut aussi dans la SCPI. Bien sûr, bien sûr. Il y a les immeubles, alors l'intérêt c'est d'avoir un gérant professionnel, c'est effectivement, on a un nombre important d'immeubles et on les a sélectionnés, on les a choisis en fonction d'une analyse qui est purement immobilière et qu'on projette dans l'avenir. On achète cet immeuble, mais que va-t-il devenir dans les 5 ans, dans les 10 ans? Est-ce qu'il va rester bureau? Est-ce qu'on va pouvoir le transformer? Est-ce qu'on va pouvoir l'adapter? Comment l'environnement va évoluer dans le secteur? Donc tout ça, c'est un marché de spécialistes et d'analyse permanente. Et c'est ça. Et puis, a priori, moi tout seul, typiquement, je crois très fort en l'avenir des loisirs. Tout seul, je ne peux pas m'acheter des bouts d'un magasin Decathlon. Alors, je suis pas des murs, hein, je parle, ou potentiellement, je crois que vous en avez différentes marques comme ça dans votre portefeuille, ou même des entrepôts. Je crois très fort aux entrepôts, le e-commerce, le digital, etc. évidemment. Et je ne vais pas m'acheter un entrepôt en région parisienne tout seul. Enfin, je pourrais, mais c'est Il y a la base de l'investissement immobilier pour nos auditeurs, je crois que c'est important, c'est la connaissance du marché. Donc, tu peux acheter, si tu vis à Bordeaux, dans le quartier de Bacalan, effectivement, tu peux être un spécialiste de ce quartier-là et, comme tu connais bien la ville, être au courant des évolutions et te dire il va y avoir le tramway qui va arriver, donc c'est intéressant d'investir là. Donc, il faut rester dans ton cadre local et tu feras sans doute de très bons investissements. Mais si tu dépasses ce cadre, le risque d'erreur va augmenter. Et c'est là où il faut faire appel à un spécialiste qui, effectivement, est implanté localement dans toutes ces villes. Je comptais acheter un immeuble à Bagdad, mais je vais peut-être me retenir du coup. Quels sont du coup, pour cette expertise que vous avez, les différents métiers que vous pouvez avoir chez Atlan? Parce qu'il faut, j'imagine, des personnes spécialistes à Bordeaux ou spécialistes du commerce ou spécialistes de la logistique, potentiellement du marketing. Enfin, quel est l'ensemble de ces 60 et quelques personnes, c'est ça, hein? Je crois, après, il faut replacer Atlan de Voisin et ses 60 personnes à l'intérieur d'un groupe plus important, puisqu'on a un actionnaire de référence qui est le groupe Atlan, où il y a 250 personnes. Et Atlan, c'est quoi? C'est un acteur global de l'immobilier. C'est-à-dire qu'on conçoit et on gère des produits d'investissement immobilier. Ça va de la promotion de logement, puisque le logement, l'achat d'un logement et d'une résidence principale est le premier investissement des Français. Donc on vend en Ile-de-France, on est un promoteur établi surtout sur la première et la deuxième couronne. Le promoteur, c'est celui qui achète un terrain, qui fait un immeuble. Exactement, exactement. Et on le vend soit à un particulier, soit à des investisseurs institutionnels. Donc ça, c'est un métier important d'Atlan. Ensuite, on a une société qui fait du financement participatif, donc qui va faire de la dette immobilière, et les épargnants peuvent souscrire. C'est ce qu'on appelle le crowdfunding. Donc effectivement, on a cette dimension-là. Qui s'appelle Fondimo. Fondimo, très connu. Oui. Et puis, effectivement, récemment, on s'est implanté dans
tout ce qui est maison intergénérationnelle, avec une société qui s'appelle Maison Marianne, et effectivement qui essaye de faire cohabiter au sein d'immeubles différentes générations avec des services communs pour ne pas faire des ghettos avec uniquement des personnes âgées ou uniquement des étudiants dans une résidence, mais au contraire d'essayer de croiser les expériences parce que c'est comme ça qu'on s'enrichit. Ça doit faire des soirées sympas. Et ensuite, il y a Atlante Voisin, donc lui qui crée et gère les fonds collectifs immobiliers à destination soit des particuliers, donc ce sont les SCPI, soit à destination des institutionnels. Donc SCPI, nous en avons 3, on y reviendra tout à l'heure, et institutionnels, nous avons 2 fonds institutionnels avec des stratégies d'investissement qui sont différentes, et un avec un fonds de pension néerlandais et l'autre avec un investisseur belge que nous gérons. D'accord. Et à l'intérieur d'Atlante, c'est comment ça fonctionne et comment fonctionne la machine. Parce qu'effectivement, vous ne voyez qu'une partie, ou les associés ne voient qu'une partie de l'iceberg. On va essayer de simplifier, mais on va partir du départ. Vous avez toute une équipe d'investissement, effectivement, qui a en charge de rechercher les investissements, de les analyser, de les présenter à un comité. Donc là, aujourd'hui, c'est à peu près 7 personnes, avec une délocalisation, c'est-à-dire, comme je te le disais tout à l'heure, la présence locale est importante. Donc, on a effectivement une équipe sur l'Île-de-France, on a une équipe, des personnes qui sont à Rennes, qui gèrent le Grand Ouest, on a une personne à Toulouse, on a une personne à Nice et on a une personne à Dijon, puisqu'il ne faut pas oublier que Dijon est notre siège social aussi. D'accord. Et de par cette présence, effectivement, on arrive à sourcer les immeubles qui nous intéressent et à avoir une vision globale du marché, à la fois à l'investissement et en anticipation, parce que acheter un immeuble, vous pouvez trouver un immeuble beau, le locataire est bien, mais comment il s'inscrit dans son environnement, comment il s'inscrit dans sa durée, c'est-à-dire quels sont les équipements, les infrastructures que les communautés et les pouvoirs publics vont installer dans cette zone. Il peut y avoir un risque, donc on va l'évacuer, ou anticiper une zone, c'est aussi par rapport à un patrimoine existant, se dire, voilà, il est arrivé à maturité, c'est peut-être le moment de le vendre. Et ce qui correspond aussi à une thèse, j'imagine, enfin, il y a des grandes théories autour du commerce, notamment de proximité, sur lesquelles il va y avoir des grands changements. Donc là, c'est la partie investissement. Une fois qu'on a investi, il y a toute la partie gestion qui va recouper plusieurs éléments. Vous avez ce qu'on appelle la gestion des locataires, donc on va l'appeler la gestion locative. C'est tout ce qui permet de recouvrer les loyers, donc il faut les facturer, il faut recouvrer les loyers, éventuellement faire des actions mises en demeure ou contentieux, donc gérer les contentieux, répondre aux réclamations des locataires, puisque effectivement un locataire vit, a des demandes au sein de l'immeuble auxquelles on va répondre. Et puis vous avez toute une équipe, donc ça c'est plutôt la partie facturation-recouvrement. Vous avez toute une équipe qui va gérer les risques prévisionnels et essayer d'anticiper les risques des locataires ou de valoriser le patrimoine. C'est l'équipe asset globalement, là aussi qui est répartie dans les villes que je t'ai indiquées et qui vont gérer au plus près les immeubles et les locataires pour anticiper leurs besoins. Un locataire peut avoir besoin d'une surface complémentaire, peut avoir besoin de travaux supplémentaires, peut avoir de nombreux besoins. Et notre travail, c'est effectivement de fidéliser le locataire et de l'accompagner et de lui proposer des solutions qui vont lui permettre de rester à l'intérieur de l'immeuble. Parce que le principal écueil de la SCPI, c'est la vacance. Oui. Donc la gestion du taux d'occupation est quelque chose d'important. On revient sur les bases de l'immobilier, quoi. J'ai un problème de fissure dans mon plafond, donc je m'en vais, ou voilà, si j'ai des problèmes multiples, si je m'en vais et que j'ai personne... Et il n'y a rien de plus terrible, peut-être que tu as eu cette expérience, ou vous avez eu cette expérience, il n'y a rien de plus terrible que de ne pas avoir de réponse. Ou alors d'avoir une réponse d'un intermédiaire du propriétaire. C'est-à-dire que je suis le représentant du propriétaire. Ah oui, mais il faut que j'interroge le propriétaire, donc vous avez 3 mois de délai de réponse avant, et encore, tu peux ne pas avoir de réponse. C'est intéressant parce que ça fait vraiment beaucoup de métiers. Tu as dit un mot tout à l'heure, les associés. Donc moi, si je rentre dans... C'est pas seulement ça, oui, pas fini. C'est vrai, mais au moins, je me permets de rebondir au milieu, mais les associés, donc moi, si je viens dans Atlante Voisin, dans l'une de vos SCPI, Épargne Pierre, je suis associé, je ne suis pas un client. Non.
Enfin, oui, tu es client et associé. Ouais, donc ça c'est important. Moi j'aime bien, je suis entrepreneur, j'aime bien être associé à plein de choses, donc c'est vrai que c'est assez cool. Mais en effet, on voit que ces choses que tu vas faire finalement de manière assez intuitive quand tu es propriétaire, là vous les avez forcément formalisées. Ouais, puisque vous êtes at scale, quoi, en gros volume, Exactement. avec des spécialistes. Nous, c'est ce qu'on appelle la gestion du passif, c'est-à-dire on va gérer tous les associés. Aujourd'hui, c'est 30 000 associés particuliers, donc qui, là aussi, vivent, ne sont pas figés. Ils peuvent changer de domicile, leur RIB va changer, ils ont des questions sur leur placement, ils ont des questions sur leur déclaration fiscale qu'on leur envoie. Donc là, c'est une équipe de 10 personnes aujourd'hui qui gère 30 000 associés. C'est quand même la dimension d'un stade honorable de foot, donc c'est beaucoup de gens à gérer. Derrière ça, il y a toute l'équipe comptable et financière donc, qui va gérer les comptes, l'équipe technique qui va gérer tous les travaux et la mise aux normes des immeubles et anticiper, qui va prévoir un plan quinquennal de travaux sur 5 ans en disant voilà ce qu'il faut faire, intégrer les nouvelles réglementations environnementales, sociétales pour toujours adapter les immeubles. Et puis, on retrouve aussi, parce qu'on est très réglementé, très contrôlé, toute une dimension contrôle interne. C'est-à-dire, vous avez un responsable du contrôle conformité et contrôle interne, et 2 contrôleurs internes qui vont mettre en place, qui mettent à jour en permanence les procédures, puisqu'il y a une procédure de sélection des prestataires, il y a une procédure d'investissement, une procédure d'arbitrage, une procédure de cession des parts. Donc il y a plus de 40 procédures, et toutes ces procédures doivent être respectées. Et là, le département de contrôle interne va vérifier que le contrôle soit fait et qu'il n'y ait pas de dérogation et qu'il n'y ait pas de non-conformité par rapport à ces process. Donc on est très contrôlé, et puis au-delà de ça, on est contrôlé par l'AMF. Donc c'est quelque chose qui est important. Très important, parce que de près, de loin, on se dit souvent c'est un peu relou, mais dans les faits, ça protège d'ailleurs Atland et ses associés, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Ça apporte de la transparence dans un métier dans lequel il y a quand même beaucoup d'argent et de flux. C'est une réassurance, c'est une assurance pour l'associé. Pour vous donner un exemple et illustrer le propos, alors c'est pas forcément ce qui nous a le plus plu, mais juin 2020, on a reçu une lettre de l'AMF pour un contrôle sur la sécurité informatique. Donc effectivement, l'AMF et 2 de ses consultants sont venus dans les locaux. On leur a dû leur donner tous les éléments pour répondre à leurs questions, pour prouver que la sécurité informatique était suffisante à notre niveau. Donc ça portait sur un thème. L'AMF peut revenir sur plusieurs thèmes. Mais effectivement, c'est une assurance pour les associés qu'on a un organe de contrôle qui est très important et qui vérifie en profondeur les process des sociétés de gestion pour effectivement protéger leur épargne. Et ça, c'est en effet, je pense que c'est un bon point de l'AMF là-dessus. Je veux dire, de tous les métiers en bon entrepreneur du digital dont tu me parles, que ce soit de la gestion des locataires, la gestion des associés, la gestion des factures, à chaque fois je me dis il y a des points de digitalisation très importants sur tout ça, avec une sécurité nécessaire, parce qu'en effet il y a des données confidentielles qui partent dans tous les sens et qui reviennent dans tous les sens. Ça t'oblige à te poser des questions tout le temps. Il ne faut pas le prendre comme le censeur ou les bœufs carottes. Non, c'est pas ça. Ça te permet de t'améliorer. Ça pousse à t'améliorer en permanence. Est-ce que nos procédures sont réellement efficaces? Comment peut-on les améliorer? Et ça, c'est intéressant. Bon, ça reste une autorité, donc une autorité qui te gère, c'est toujours... Mais il en faut. Il y a, je crois que tu me disais tout à l'heure, 190 SCPI. À peu près. Quelle est la différence? On a tous sa singularité. Quelle est la différence entre Atland Voisin et ses 3 SCPI et le reste du monde? Vous savez, alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Premier vecteur, Atland Voisin, c'est une des rares sociétés de gestion, je pense qu'il y en a 2 ou 3, qui a son siège social en province. Donc le siège social, c'est historique. Le siège social est à Dijon. Elle a été créée à Dijon, elle s'est développée à Dijon.
Puis en 2015, elle a été rachetée par le groupe Atland. Et c'est le mariage réussi de Paris et de la province. C'est assez et en amont de ce qu'on a vécu, qui a montré que la province avait certains atouts. Oui, on le voit sur les rendements à ce moment-là, justement, et c'est un peu ce que vous faites, hein, dans le rendement locatif, le Paris est quand même nettement moins, alors moins sur le particulier, quand même nettement moins sexy, mais je crois que sur le professionnel aussi. Hein, exactement, mais c'était symptomatique. Moi j'ai passé 30 ans dans les sociétés parisiennes, je suis arrivé chez Atland, effectivement dont le siège social est à Dijon, et ça a été vraiment ce Atland et Voisin au départ, qui est devenu Atland Voisin. C'est vraiment un mariage réussi avec des équipes formidables à Dijon, qui sont là depuis longtemps, qui ont la mémoire des associés, qui ont la mémoire des immeubles, et c'est important de ne pas avoir trop de turnover pour garder cette mémoire. C'est ensuite l'apport de l'actionnaire et cette croissance du personnel où on est arrivé à mixer l'expérience et la jeunesse. Et c'est fondamental. C'est-à-dire que la jeunesse, dans une période qui change terriblement vite, nous apporte énormément de choses. Et l'expérience, effectivement, c'est avoir un peu de recul, essayer d'anticiper les risques, faire profiter de ce que l'on a vécu. Sur ce point, juste une question. Est-ce qu'il y a du coup plus d'associés qui viennent de Dijon déjà que dans d'autres SCPI et de régions Non. Au départ, quand on a repris Atland, oui, la base était plutôt la Bourgogne-Franche-Comté, qui est une région relativement riche. Aujourd'hui, les associés viennent de toutes les régions. Donc ça, c'est vraiment la première chose, et ça prouve, et c'est assez amusant après le Covid de voir que effectivement c'est vraiment quelque chose, ça peut marcher. Une équipe en province et une équipe à Paris, ça peut marcher. Paris apportant le développement, apportant effectivement le centralisme économique et la compétence des équipes en région, leur fidélité, leur investissement. Et ça, c'est quand même un fait marquant. Avant, tu aurais dit ça, c'est pas très important. J'y crois très fort. Aujourd'hui, ça marche, quoi. Donc ça, c'est la première singularité, je pense. Et la deuxième singularité, mais qui provient un peu de ça, nous sommes des provinciaux, alors on l'est tous, hein, même les Parisiens, et puis maintenant on adhère à l'aide de plus en plus si on regarde les sondages, mais effectivement on a une forte compétence sur les régions, on a vu évoluer les villes, imaginez Dijon, Lyon, Marseille, Lille, il y a 50 ans, ça n'avait pas du tout la même tête qu'aujourd'hui, et on a pu voir tous les investissements qui se sont effectués dans ces villes et le rattrapage des villes de province. Donc effectivement, notre cœur aujourd'hui, c'est les métropoles régionales, et on le verra à travers nos SCPI qui sont davantage orientés vers les régions, même si Atland nous a permis d'avoir accès à l'Île-de-France. Je te propose qu'on aille là-dedans directement sur vos SCPI. Après, je voudrais qu'on évoque aussi cette répartition, justement un peu vos thèses, parce qu'on a quoi, 3 grands domaines, les commerces, les immeubles professionnels et les immeubles d'habitation. Mais d'abord, comprendre, alors moi je connais plus Épargne-Pierre, est-ce que c'est un hasard, est-ce que c'est la plus grosse ou voilà, et moins finalement Immoplacement et Foncière Rémusat. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu pourquoi il y en a 3 et leur différence? Il y en a 3, c'est historique. La première SCPI, Immoplacement, a plus de 50 ans aujourd'hui. Donc elle a une durée de vie qui est relativement longue, et elle se porte très bien. Celle-ci, c'est une SCPI à capital fixe, et on avait la volonté de la laisser en capital fixe, et j'y reviendrai tout à l'heure. Immoplacement, c'est une SCPI qui est spécialisée métropole régionale et qui a 5% en Île-de-France et 95% en région à peu près. Donc ça, c'est sa spécificité, et elle est orientée en segmentation plutôt bureau, commerce, activité. Une autre petite SCPI qui est toujours à capital fixe, Foncière Rémusat, qui est en fait une SCPI qui avait été créée par la Banque Courtois, donc Banque de Toulouse, et que l'on a repris, puisque à une certaine époque, la Banque Courtois a souhaité effectivement se défaire de la gestion de cette SCPI. Cette SCPI aussi régionale, plutôt tournée vers le sud-ouest, plutôt tournée vers les commerces, avec une capitalisation qui est d'environ 50 millions et Immoplacement qui est proche des 300 millions de capitalisation. Pourquoi on les a gardés en capital fixe? Parce que c'est des SCPI qui sont saines. On ne voulait pas ouvrir totalement à la collecte. Alors on fait régulièrement des augmentations de capital sur ces SCPI, limitées,
et donc ouvertes pendant une certaine durée. Mais on ne voulait pas les ouvrir totalement pour ne pas avoir une collecte abondante sur toutes les SCPI et devoir investir effectivement en même temps sur toutes les SCPI. Donc pour bien comprendre, capital fixe, comme dans une entreprise un peu normale, j'ai un capital qui vaut, je sais pas, tu vois, au début 10 millions, il vaut 10 millions, alors il peut croître en prix puisque les actifs, les biens immobiliers vont prendre 20%, donc il va valoir 12 millions, mais vous n'accueillez personne, sauf si quelqu'un vend, c'est ça? Si quelqu'un veut sortir, moi si j'ai 50 000 ou 4 000 euros dedans et que je dis je veux sortir, tu vas trouver quelqu'un qui va prendre mes parts, alors il y a un délai... il y a un marché secondaire et qui va l'écouler rapidement. Et une fois de temps en temps, comme tu le disais, vous faites des augmentations de capital en vous disant bon, ça vaut 12 millions désormais, on aimerait investir dans de nouveaux endroits, on va aller chercher 2, 3, 4, 3 millions mettons pour aller à 15 millions, et il y a des nouveaux associés qui vont rentrer, une augmentation de capital, et après on referme. Exactement. D'accord. L'intérêt de la SCPI à capital fixe, c'est que tu peux essayer d'aller chercher les immeubles avant l'augmentation de capital. C'est-à-dire que tu vas bloquer les immeubles qui t'intéressent, tu fais l'augmentation de capital et tu les achètes dès que tu as l'argent. Toujours avec un effet de levier, j'imagine, avec un emprunt bancaire. Pas forcément. D'accord. Alors il peut y avoir un effet de levier, mais pas forcément. Donc ça peut avoir un effet relutif, donc qui est positif pour les SCPI. D'accord. Et enfin, Épargne-Pierre, dont tu parlais, qui effectivement est la dernière et la plus importante, puisqu'elle a une capitalisation de plus d'1,5 milliard, est une SCPI, une SCPI à capital variable, qui effectivement, elle, est totalement et plus diversifiée que les autres en segments. Donc elle fait aussi bien du bureau, du commerce, de l'activité. Elle fait aussi du camping, puisque récemment on a fait une opération de camping. Donc on a une volonté de diversifier vers d'autres secteurs d'activité et de la rendre plus diversifiée que les autres en termes de support d'investissement. Et elle a aussi une orientation majoritaire en région, puisqu'elle a à peu près 65 à 70% en région et 30% en Île-de-France. Mais elle est totalement ouverte, donc ouverte à la souscription en permanence auprès des associés. Et ceux qui se retirent vont faire des retraits, et les retraits sont compensés par les souscriptions, donc il n'y a pas de souci de liquidité. Alors pour comprendre, avant de venir justement sur le retrait, mais le capital variable, ça veut dire que là, en fait, en permanence, ça fluctue. Il y a des gens qui rentrent, qui sortent, Exactement. et ça monte, ça descend. Alors il ne faut pas que tout le monde veuille trop repartir d'un coup, tout le monde veuille trop rentrer d'un coup d'ailleurs. Alors il faut contrôler, oui, tu as raison, il faut contrôler la collecte pour qu'elle soit en adéquation avec tes projets d'investissement. Donc ça, il y a une gestion par anticipation de la collecte. On fait des prévisions de collecte sur les 12 mois qui viennent, et on regarde effectivement à adapter l'investissement avec des éléments qui nous aident, c'est-à-dire qu'on a une ligne de crédit qui nous permet, si on n'a pas la collecte, d'acheter tout de suite l'immeuble, ou effectivement de l'endettement quand tu en parlais, puisque l'endettement de la SCPI est limité à 20%, donc on a une capacité de s'endetter sur la SCPI. Et pour les retraits, donc ça, on a parlé de la partie collecte qui est importante, puisque si on n'investit pas la collecte, il y a un effet qui est négatif sur tous les associés. Donc ça, c'est le rôle de la société de gestion, de toujours avoir une adéquation investissement et collecte. Sachant que l'argent, tu ne peux pas le placer ailleurs, en bourse ou quoi, c'est pas le but de... Non, ce n'est pas l'objet de la SCPI. On doit placer en dépôt à terme, donc ce n'est pas rémunéré. Donc il faut effectivement avoir le moins de cash possible sur la SCPI et d'être totalement investi. Et sur les retraits, c'est la même chose. Effectivement, il y a des gens qui ont des accidents de la vie ou qui veulent vendre leur part. Effectivement, se mettent en position de vente. Et on voit que les retraits, pour donner un ordre d'idée, on a à peu près 30 millions de collectes sur Épargne-Pierre mensuels. Il y a entre 500 000 et 700 000 de retraits. Donc il n'y a pas de problème. Tous les mois de personnes qui viennent, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Épargne-Pierre, c'est la 4e SCPI en matière de collecte nette depuis maintenant un peu plus d'1 an. Et c'est pas mal parce que j'allais juste demander comment je rentre sur Épargne-Pierre ou vos autres SCPI. Et juste, ça me fait un peu marrer parce que je t'en ai parlé tout à l'heure avant qu'on enregistre, mais
moi, finalement, mon réflexe, c'est d'appeler mon banquier et de lui dire bah, tiens, je voudrais investir dans une SCPI. Et lui, il ne va pas me dire généralement bah, tiens, va chez Épargne-Pierre, parce que lui, il a lui-même ses SCPI généralement. Donc, comment je fais? Je vais sur le site d'Atlante Voisin et je dis je veux rentrer, salut. Alors, nous, la distribution se fait essentiellement par des distributeurs, donc par intermédiation, et c'est essentiellement des conseillers en gestion de patrimoine. D'accord. J'ai été confronté à la même chose que toi. J'ai un compte dans une banque nationale. Et quand j'ai voulu souscrire des parts de SCPI, mon banquier m'a dit non, mais on a notre SCPI. À toi, il te l'a dit. Oui, tu lui as dit non, non, je suis gérant de cette SCPI, je veux acheter ces parts. Le conseiller en gestion de patrimoine, lui, apporte un vrai conseil. Oui. Il connaît le marché. Il connaît les différentes SCPI. Il est en relation en permanence avec les gérants. Il connaît mon portefeuille. Exactement, puisque tu es son client et lui va pouvoir te conseiller et te dire votre allocation, aujourd'hui, il faudrait peut-être arbitrer, il faudrait peut-être acheter cette SCPI ou il faut que vous fassiez plus de SCPI ou moins de SCPI, parce que dans un portefeuille d'épargne, effectivement, il ne faut pas faire que de l'immobilier ou que de la SCPI. Et ce qui est important, je voudrais revenir sur ce qui m'a toujours beaucoup plu chez vous, parce que j'y tiens beaucoup dans mes podcasts et mes contenus, c'est qu'il y a aussi une rémunération claire dans tout ça. Pour le conseiller en gestion de patrimoine, tout ça est très clarifié. Et ça, je trouve ça intéressant parce que dans certains moments, et notamment potentiellement avec nos banquiers, on ne sait pas comment ça se passe. Voilà, donc ça, je trouve ça important. Et c'est vrai que là-dessus, alors l'avantage du banquier, c'est qu'il peut me faire un emprunt, enfin un prêt pour rentrer. Est-ce que mon conseiller en gestion de patrimoine peut m'aider à en obtenir? Normalement, oui. Le conseiller en gestion de patrimoine, en principe, oui, parce que alors c'est une problématique pour la SCPI, le financement bancaire, d'une manière générale. C'est ça, quand même, le fondamental de l'immobilier pour moi, c'est de m'endetter. À mon âge, je me dis, dans les 25 prochaines années, je peux m'endetter beaucoup. Et à la fin, rentrer avec, je sais pas, 5, 10 000, 15 000 euros maintenant, et à la fin, avoir en SCPI peut-être 500 000. D'autant plus que l'effet de levier est positif aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire que tes revenus vont couvrir ton endettement et que les taux d'intérêt sont déductibles quand tu achètes la SCPI. Okay. Donc c'est quand même relativement intéressant. Donc le financement, oui, c'est un problème. Le crédit foncier à une époque finançait les parts de SCPI, il ne les finance plus aujourd'hui. Donc les conseillers en gestion de patrimoine ont des accords avec certaines banques. Nous, on essaye effectivement de leur apporter ce service. Donc on discute avec plusieurs banques, mais effectivement c'est quand même un problème central, alors que les SCPI des banques, effectivement, ont leur financement assuré par la banque. Alors je comprends comment je rentre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à un investissement normal dans la pierre, je ne paye pas des frais de notaire, je ne paye pas mal de choses directement. Enfin, je les paye indirectement, oui, vous les payez, oui, c'est sûr. Mais pas à chaque fois que je veux rentrer, sortir, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et justement, comment je sors ? Et à quel moment? C'est plutôt de l'investissement long terme quand même. Oui, c'est de l'investissement long terme. De la même manière que vous allez acheter un appartement ou un bien immobilier, a priori, vous l'achetez pour 10 ans ou pour 15 ans. Et en principe, votre financement, il est construit sur cette durée-là. Et ça permet d'amortir les frais, parce qu'il y a des frais quand même qui sont significatifs sur la SCPI. Donc ça vous permet d'amortir les frais. Donc la durée, effectivement, de détention, c'est un produit long. Et c'est typiquement le produit de retraite pour avoir un complément de revenu. Donc il faut le prévoir soit à 30 ans par des versements qui sont faibles, soit plus tard quand on a une épargne qui est un peu plus importante et 10 ans ou 15 ans avant sa retraite, on va effectivement faire de la SCPI et avoir un complément de revenu dès qu'on va être à la retraite et avoir une perte de revenus a priori. Donc ça, c'est des éléments intéressants. On en sort on en sort facilement aujourd'hui, il n'y a pas de souci de sortie. C'est souvent les sorties aujourd'hui qu'on constate, c'est quoi? Des décès. Donc dans le cadre de succession, les ventes sont réalisées, des accidents de la vie, où les associés ont besoin de liquidités. Mais aujourd'hui, autant sur les SCPI à capital fixe, on n'a pas de marché secondaire, ou très peu, il est résorbé très très vite par des acheteurs qui prennent la suite. Et en capital variable, ça ne représente rien par rapport, donc les retraits sont servis dans le mois de la vente, les retraits sont servis.
Après, ça veut dire que si juste pour reprendre le terme, si je veux vendre, contrairement à un appartement que je vais mettre sur le bon coin ou autre chose, quand même un process un peu compliqué, signature, notaire, délais légaux, etc. Voilà. Moi, je vends tout seul, sans agence. Mais, tu prends, non, il y a plein d'agents qui font des choses bien, je ne le dis pas, mais tu prends quand même au moins 3 mois, c'est le grand minimum, quoi. Là, c'est 4-6 semaines, c'est ça? Aujourd'hui, le délai est très faible, quoi. Oui. Dans le mois, ils sont servis. Après, il faut être honnête, hein, ce n'est pas un produit qui est liquide. Encore une fois, il faut bien conseiller l'associé qui rentre en lui disant la durée de détention, elle est plutôt à 10 ans. Il faut que vous conserviez les parts à 10 ans. Il ne faut pas aussi nier qu'il y a eu à certaines époques, et là l'AMF a mis en place et a développé une réglementation beaucoup plus sévère, mais il y a eu des problèmes de liquidité. En 1990, les SCPI ont connu des problèmes de liquidité, on faisait face à un marché immobilier qui était dramatique, qui n'avait rien à voir avec celui qu'on vit aujourd'hui, hein. Donc qui n'est pas comparable, et effectivement, il y a eu des associés qui ne pouvaient pas vendre, qui avaient des délais de revente très longs, et il y a eu des décotes de parts qui ont été très importantes pour pouvoir vendre. Aujourd'hui, la réglementation de l'AMF, effectivement, a veillé par des stress tests, par des scénarios de blocage de marché, comment on pouvait recréer de la liquidité. Effectivement, c'est par un fonds de remboursement éventuel qui est constitué par les SCPI, par la vente des actifs qui permettent de rembourser les associés qui veulent sortir. Donc il y a des mécanismes qui existent pour effectivement ne pas avoir une illiquidité totale et servir les associés qui voudraient sortir et qui seraient très nombreux en même temps. C'est pas de l'épargne comme un livret A, c'est pas un PEA, c'est pas du cash dispo tout de suite, tu le dis très clairement. C'est aussi un peu comme... Enfin, j'y reviens, mais finalement, fondamentalement, de l'IMO, quoi. Je veux dire, à un moment, quand ça descend, ce qui ne nous est pas arrivé depuis très longtemps, finalement, ceux qui ont voulu absolument sortir à ce moment-là, si on a besoin, c'est comme ça. Mais c'est peut-être ceux qui sont restés ou ceux qui ont même racheté au moment où c'est descendu, qui ont fait les bonnes affaires dans les années 90. Quoi. C'est toujours le placement financier, c'est un momentum. Et est-ce qu'on investit au bon moment? On ne le sait jamais. Est-ce qu'on vend au bon moment? On ne le sait jamais. Effectivement, mais comme tu le rappelais, ceux qui ont acheté des parts de SCPI entre 1998 et 2002, globalement, sur certaines SCPI, ont vu leur valeur doubler et ont un taux de rendement qui doit approcher les 8 ou 9% sur leur valeur d'acquisition de départ. Donc c'est pas le même revenu que le livret A. C'est aussi ça, c'est toujours, il faut mettre les choses à leur place. Et puis, la similitude, tu as raison, c'est de l'immobilier. Donc il y a cette durée de détention qui est importante. Mais c'est le livret A parce que tu n'as rien à faire. C'est-à-dire que l'associé va souscrire, va recevoir son bulletin trimestriel, va recevoir ses dividendes tous les trimestres, va recevoir sa déclaration fiscale où il a juste qu'à compléter ensuite dans sa déclaration. Donc c'est ça aussi le gros avantage. Dans un monde où on est de plus en plus pris par différentes choses, où on n'a pas forcément le temps de s'intéresser à son investissement, ne rien avoir à faire dans un investissement et être confiant et se dire, bon, voilà, j'ai mon dividende régulier, j'ai les informations nécessaires, c'est un confort important. Tu me fais penser que je dois changer le four de l'appartement. C'est vrai, en plus. Il faut que je m'en occupe. Mais, c'est un peu relou, en l'occurrence. Mais, et du coup, toutes ces choses-là, typiquement, je viens là-dessus et je pense que c'est intéressant parce que je dois vraiment le faire, le four, et puis changer une fenêtre, revoir l'électricité de la salle de bain. Enfin, ton locataire qui va t'appeler parce que sa douche ne fonctionne pas. Ouais, parce et puis il y en a un qui a changé, ils sont en coloc, il y en a un qui a changé, les papiers, les garanties, etc., il y a 2-3 semaines. Et c'est du temps, et je me dis en fait que j'aimerais bien en faire d'autres, mais je me dis que je n'ai pas envie d'en avoir d'autres à gérer. Ce qui justifie aussi, et je voudrais, on n'avait pas vraiment prévu ça, mais je voudrais comprendre, je pense que ça justifie totalement votre rémunération. Où est-ce que vous vous rémunérez ? Alors, il y a une partie de la rémunération qui est basée sur les frais de souscription, c'est-à-dire mais on rémunère, tout à l'heure on parlait des conseillers en gestion de patrimoine. Toi, client, tu vas aller voir un conseiller de gestion de patrimoine, ce n'est pas toi qui vas le rémunérer,
nous, on va lui rétrocéder une partie de cette commission parce qu'il fait un travail de conseil, de sélection pour toi. Okay. Donc, on paye un peu à ta place, le conseiller en gestion de Et patrimoine. encore une fois, je le sais moi. Oui, tu le sais. Tu le sais, le conseil en gestion de patrimoine doit être transparent à cet égard. Et ensuite, le gros de la rémunération, il est basé sur les loyers que l'on touche. Donc là, il y a un véritable alignement. Si on n'a pas fait bien notre travail, si les loyers ne rentrent pas, on n'est pas rémunéré. D'accord. Après, il y a des variantes, parce que sur 190 SCPI, il y a des règles de fonctionnement qui ne sont pas tout à fait pareilles. Mais ce qu'il faut retenir, il y a des frais de souscription, il y a des frais de gestion basés sur les loyers, et puis chez certaines SCPI, tu as des frais de cession. Donc quand tu vends, tu prends un pourcentage, tu as des frais de réemploi, c'est-à-dire que tu as vendu, tu récupères une somme qui va être réinvestie, quelquefois à crédit, on va te prendre encore des frais de réemploi à l'investissement. Certaines SCPI vont mettre des frais sur les travaux. Donc c'est toujours écrit en tout petit dans les documents qu'on te donne à la fin. C'est comme dans les contrats d'assurance. D'accord. Donc voilà, mais pour résumer, nous, Épargne Pierre, on a des frais de souscription, des frais de gestion. Quand on vend, on n'est pas rémunéré. Quand on réemploie les fonds, on n'est pas rémunéré. Quand on fait les travaux, on n'est pas rémunéré. C'est notre travail. On considère que c'est notre travail et qu'on est rémunéré normalement, donc il n'y a pas besoin de rajouter ça. Tu peux négocier des frais ou ça se Non, il y a une égalité de traitement. Ça, c'est la volonté de l'AMF. Il y a une égalité de traitement des associés et c'est la base de souscription des SCPI. Très intéressant. Vous avez choisi de faire un move, comme on dit, de vous orienter. Vous avez même obtenu on dit un label ISR, c'est un label. Ouais. Donc ISR, c'est l'acronyme de investissement socialement responsable. Du coup, tu m'as socialement responsable. J'ai deux questions principales là-dessus. Pourquoi et qu'est-ce que c'est? Alors, mais pourquoi vous le faites? Parce qu'on a toujours cette approche, alors c'est pas du green, c'est du social washing ou de tas de choses. Est-ce que c'est vraiment... et est-ce que moi, en tant qu'associé, si je viens, est-ce que si je me dis, moi en fait, je ne suis pas aligné avec vous là-dessus, mais est-ce que c'est bon pour moi quand même financièrement ou est-ce que c'est un coût? Je ne suis pas comme ça, hein, j'y crois totalement et je pense que les entreprises et les acteurs économiques doivent dans l'ensemble être responsables et je pense que c'est pour le bien de tous, donc à la fin c'est bien, mais est-ce que tu peux m'expliquer ce choix? C'est sur Épargne Pierre? Oui, sur Épargne Pierre. Donc vous ne l'avez pas fait sur la petite dernière, vous le faites sur le gros? On a décidé de le faire sur la plus grosse SCPI, effectivement, qui a le plus grand nombre d'associés. Après, il y aura sans doute un effet d'entraînement sur les autres, mais c'était Épargne Pierre qui était la première à avoir ce label ISR. Alors pourquoi? Si j'étais totalement commercial, je dirais mais c'est évident qu'il faut le faire. Pourquoi? Notre planète est en train de mourir. Il faut qu'on soit responsable, qu'on œuvre pour le développement durable. Et de toute façon, en termes de marketing, c'est génial. Voilà. Un peu cynique à la fin, mais le début est vrai à la fois. Si tu le fais comme ça, en tout cas sur la deuxième raison, si vous le faites pour le marketing, c'est pas la peine de le faire. Il faut avoir une vraie conviction. La conviction, effectivement, c'est il faut prendre soin de notre environnement. Ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est acquis par tout le monde, effectivement, que ce soit la décarbonation de nos activités économiques, hein, avec la neutralité carbone, qui sont l'objectif principal des accords de Paris. Oui. Donc ça, c'est important. La préservation de la biodiversité également. Donc ça, on est conscient de ça. Et ça, pour une génération, moi je suis d'une ancienne génération, donc j'ai vécu un peu par rapport à ça une liberté totale et on disait ça va continuer indéfiniment comme ça et on pourra faire ce qu'on veut et on pourra jouer avec les différents produits qu'on met à disposition mais qui ne sont pas très vertueux au niveau environnement. On avait été alerté vaguement par Jacques Chirac à l'époque à Johannesburg qui avait dit « notre maison brûle et on regarde ailleurs ». Tu avais quand même une prise de conscience et puis quand moi je fais beaucoup de plongée, donc quand tu fais de la plongée régulièrement, tu vois la dégradation de ce qui se passe réellement. Donc oui, il y a quelque part une conviction qu'on ne peut plus continuer comme ça.
Et ensuite, pourquoi? C'est parce que diriger, c'est prévoir. Et ça, pour nos associés et pour nos conseillers qui prescrivent nos produits, je crois on a une réglementation qui est en train de se densifier sur cette problématique. Aujourd'hui, le plan de relance qui a été voté par l'Europe, il est largement orienté vers la préservation de l'environnement, vers la transition écologique. On voit arriver des réglementations françaises et européennes. Je vais vous citer quelques éléments. La loi énergie-climat en France, vers la transition écologique, la non-artificialisation des sols, donc interdiction, pas interdiction, mais on va réduire de façon drastique la possibilité d'artificialiser de nouveaux sols, donc de construire de nouveaux centres commerciaux dans des zones agricoles, etc., puisque la France a perdu des terrains agricoles par la construction, donc ça c'est un élément important. Bien sûr, tout ce qui va vers la neutralité carbone est en jeu. Le décret tertiaire qui oblige pour certains immeubles de plus de 1000 mètres à faire moins 40% d'économie d'énergie en 2030, moins 50% en 2050, moins 60 en 2060. Et ça veut dire par exemple la fin de la clim ou des choses comme ça? Ça peut être la fin de la clim ou d'autres systèmes. Alors la fin de la clim, ça veut dire qu'il faut construire une isolation autrement. Ça est déjà le cas. Les règlements thermiques ont intégré cette dimension puisqu'on isole par l'extérieur. Et aujourd'hui, un immeuble, comme on le voyait des années 80 avec un mur rideau, c'est-à-dire une façade vitrée, ça aurait un peu de mal aujourd'hui à être fait, ça ne respecterait pas la réglementation thermique. Donc ça a été intégré. Et puis, on a la réglementation européenne. L'ESMA, qui est l'autorité des marchés financiers européenne, l'équivalent de l'AMF, est en train de vouloir orienter toute l'épargne vers des fonds qui ont une politique d'investissement socialement responsable, qui va être encore plus dure. Et n'oubliez pas, tout ça, c'est les prémices d'une réglementation qui se met en place et qui va être déployée. Vous savez qu'on est aujourd'hui, il y aura un problème de revenus des États. Est-ce qu'on ne va pas, je pose la question, j'en suis pas sûr, je pose simplement la question, est-ce que petit à petit, on ne va pas arriver à une taxe sur les entreprises ou les détenteurs de patrimoine qui ne respectent pas effectivement le chemin vers la neutralité carbone. Donc la sanction peut être sévère. Je vous rappelle que, encore un dernier élément, l'État français souhaite que les locataires et les propriétaires d'immeubles rentrent toutes les consommations de leurs bâtiments dans une base publique qui s'appelle Opéra. Donc nous on va devoir faire cet exercice, les locataires aussi. On va mettre nos consommations finales dans cet outil. Et l'État pourra contrôler effectivement la tendance d'économie d'énergie faite par les différents propriétaires. Et vous aurez ceux qui ne le feront pas auront une sanction qui est financière, qui est légère aujourd'hui. Donc c'est plutôt le principe du name and shame, on nomme et on lui met un peu la honte. Il y a des risques quand même que ça augmente. Si au niveau d'un État on a des sanctions, il faut bien qu'en dessous il y ait des gens qui soient responsabilisés. Exactement. C'est un peu l'idée. Ouais. Donc ça aussi c'est une dimension à prendre en compte, c'est éviter la taxation sur cette dimension qui pourrait venir. Et la dernière raison, c'est qu'effectivement, la résilience et la pérennité d'un immeuble, si on ne l'entretient pas, si on ne l'améliore pas, les locataires ne seront plus là. Donc aujourd'hui, on n'a pas assez de recul pour avoir une véritable étude en disant ceux qui ont fait le travail sur les immeubles de résilience climatique, d'amélioration de la neutralité carbone ou des consommations d'énergie, du confort et du bien-être de cet immeuble pour les occupants, ils sont mieux loués, ils ont des taux d'occupation plus élevés. Je pense que quand on aura du recul, on s'apercevra que c'est la réalité. Donc ça, c'est effectivement les raisons pour lesquelles il nous semblait intéressant, même si le label ISR n'est pas parfait, mais qui nous semblait intéressant de le faire. Et encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas un gadget. Il ne faut pas le prendre comme une, alors j'allais dire comme une martingale, mais comme une finalité. C'est vraiment une première étape parce que les contraintes, et vous allez vous-même, et nous on le voit, on va avoir des pistes d'amélioration, des critères qui vont se rajouter et l'économie de la transition écologique est en train de se développer. C'est notre prochain relais de croissance aussi.
C'est hyper intéressant. Et puis, en effet, c'est pas juste un bout de papier. Enfin, je veux dire, ça se transforme chez vous concrètement sur des modifications d'immeubles ou d'immeubles à venir aussi, quoi. Oui, oui. Alors, pour expliquer ce que c'est concrètement, d'abord, le label ISR, il a été pour les FIA immobiliers. Okay. Il a été mis en place en juillet 2020. Donc, les premières sociétés de gestion ont commencé à recevoir leur label en fin 2020, début 2021. Et nous l'avons reçu en mai 2021. C'est un décret d'État, donc il est sous le contrôle du Trésor et de l'AMF. Donc attention au greenwashing, là aussi. Le principe, c'est que vous avez 3 piliers. L'ISR reprend la politique ESG, donc il y a 3 piliers, environnement, sociétal et gouvernance. Donc environnement, sur quoi on va être amené à agir, c'est effectivement avoir toutes les informations sur les consommations d'énergie de nos immeubles et de nos locataires. Okay. Vous avez 200 immeubles, 500 locataires, donc globalement sur les critères, pour te donner une idée, c'est 16 000 informations qu'on a dû remonter sur tous nos immeubles pour remplir la grille. Et que vous allez devoir remonter en permanence. En permanence. Ça, c'est de l'électronique, c'est des capteurs, c'est de la mise à jour électronique. Okay. Non, pour l'instant, la première étape, alors pour vous rentrer dans le moteur, c'est effectivement, on a certaines remontées automatiques avec des fournisseurs d'énergie. Et pour les locataires, on va chercher leurs factures. Et on leur demande l'autorisation d'avoir directement leurs factures auprès du fournisseur d'énergie qu'ils ont retenu. Donc on doit avoir l'autorisation du locataire. Donc sur cette partie environnement, il faut retenir les consommations qui vont nous permettre de calculer les gaz à effet de serre. Donc ça, c'est la première dimension et on verra la progression et les économies d'énergie que l'on fera année après année. Vous avez une dimension parce que dans l'environnement, il y a une chose qui est importante. Vous avez des fluides et des gaz qui restent dans l'atmosphère pendant plus d'1 siècle ou 2 siècles. Et tu parlais de la clim. Les fluides frigorigènes restent pendant plus d'1 siècle dans l'atmosphère. Et ça, c'est très nuisible, effectivement, à la couche d'ozone. Et comment on peut faire pour réduire? Donc là, on va calculer les fuites qu'on peut avoir sur les fluides frigorigènes pour éviter toute fuite sur tous les réseaux. D'accord. Il y a la dimension énergie renouvelable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour tous les associés d'Épargne-Pierre, on a un approvisionnement en énergie renouvelable, c'est-à-dire qu'on a fait un appel d'offres auprès de tous les fournisseurs. Donc notre énergie provient d'énergie renouvelable. Troisième point, c'est comment est-ce qu'on peut installer d'énergie renouvelable sur nos sites. Donc c'est les études de faisabilité et les implantations d'énergie renouvelable sur nos sites. C'est essentiellement le photovoltaïque. On ne va pas émettre des éoliennes sur un toit en plein Paris, ça ne produira pas assez. Mais effectivement, c'est plutôt le photovoltaïque. Des systèmes de récupération d'eau aussi, comment on peut limiter les consommations d'eau. Et c'est toute la biodiversité. Ne pas détruire des espaces verts, mais effectivement plutôt essayer de les maintenir ou de les agrandir. Maintenir la biodiversité à l'intérieur de ces espaces verts, on peut faire intervenir un écologue effectivement qui va nous aider. C'est très concret tout ça. Hein. Oui, c'est très concret. Donc ça c'est sur la partie environnement. Sur la partie sociétale, on va s'intéresser à comment est notre immeuble par rapport à son environnement et qu'est-ce qu'il apporte à ses occupants. Donc c'est la proximité des transports en commun, c'est comment on favorise la mobilité douce. Donc est-ce qu'il y a un local vélo? Est-ce qu'il y a des bornes de recharge électrique pour le futur développement des véhicules électriques? La mesure de la qualité de l'air, la mesure de la qualité de l'eau, le tri des déchets, l'économie circulaire, c'est en quoi les prestataires qui vont maintenir l'immeuble sont proches. Si on a un immeuble à Bordeaux, c'est un peu stupide de faire venir une entreprise de nettoyage de Lyon. Donc c'est comment on favorise l'économie locale également pour avoir un impact carbone qui soit le plus faible possible. Et la partie gouvernance, c'est vous faites ça mais on n'est pas seul. Donc il faut embarquer tout le monde. Et embarquer tout le monde, alors c'est bien sûr tous les collaborateurs d'Atlante Voisin qu'on a formés. Bon, ils ont été réceptifs, mais il a fallu avoir un plan de formation important. Et puis, toutes les parties prenantes. Les parties prenantes, c'est quoi? C'est les locataires,
les gestionnaires d'immeubles, c'est-à-dire tous ceux qui vont passer les contrats d'entretien, de maintenance de la toiture, des portes de parking, des espaces verts. Donc ça, on délègue cette mission-là et c'est eux qui font ça. Donc on veut s'assurer, on leur fait signer une charte et un mandat dans lequel typiquement ils ne vont pas utiliser de produits chimiques, ils vont essayer de favoriser les matériaux biosourcés, ils vont respecter l'égalité homme-femme. Donc ça, c'est sur les parties prenantes. Sur les travaux, effectivement, la mise en place de chantiers verts, de chantiers responsables pour gérer ces travaux. Et tout l'aspect résilience climatique, c'est comment notre bâtiment va affronter le changement climatique des années à venir. C'est passionnant. Et ce qui est important aussi, c'est de dire que c'est un certificateur extérieur qui te donne le label pendant 3 ans, mais il peut te le retirer. Il revient tous les ans, vérifier effectivement ce que tu as fait, la progression du patrimoine, et le label peut être retiré. Et de manière concrète, c'est chaque immeuble a une note sur les différents critères que je viens de te passer en revue. J'en ai oublié, mais à peu près. Est-ce que moi, en tant qu'associé, je vais pouvoir voir un peu l'évolution de ces marqueurs aussi au fur et à mesure? Ça m'intéresserait finalement de me dire, je vois vos progrès sur tout ça. Alors, il y aura, oui, effectivement, tu pourras les voir, mais il y a quand même quelques failles dans le label ISR. Si tu as un label ISR, tu t'obliges à avoir un rapport extra-financier. L'associé aujourd'hui qui vient sur le site d'Atlante Voisin et qui veut souscrire sur Épargne Pierre peut avoir accès au code de la transparence, aux méthodes d'évaluation ESG de nos actifs. Donc il va avoir toute la documentation qui lui permet de comprendre ce que l'on fait et comment les plans d'action différents que l'on va mettre en place. Ensuite, au niveau de chaque rapport annuel, tu auras une partie rapport extra-financier où on devra communiquer ces données. Alors après, est-ce que toi, tu pourras voir la progression ou comparer les SCPI? C'est là où est peut-être la faille du label ISR, mais je pense que tous les concepteurs du label en sont conscients, c'est qu'il n'y a pas de comparabilité possible entre les différentes SCPI. D'accord. Les SCPI choisissent leurs critères. Donc, tu en as certaines qui ont 32 critères, 50 critères, 80 critères. Après, tu peux avoir effectivement beaucoup de critères, mais des critères qui sont faciles à obtenir, donc qui augmentent ta note. Donc, c'est très difficile de comparer. Ce que tu vas pouvoir... Il faut faire un Yuka de l'ISR, en fait, quoi. Voilà. Et ce que tu peux comparer, ce que tu vas pouvoir comparer, c'est effectivement les progrès en matière de consommation d'énergie. C'est pour ça aussi que l'ESMA est beaucoup plus volontaire et on a aujourd'hui un règlement qui va s'imposer aux sociétés de gestion, qui est le règlement Disclosure, pour orienter cette épargne vers l'épargne durable et vers les fonds qui vont favoriser cette dimension-là. Donc ça devrait intervenir à partir de 2022, qui va classer les fonds par article. Donc si tu es article 9, tu es le fonds qui respecte le mieux la dimension environnementale. Article 8, tu as pris en considération cette dimension et tu as des actions pour améliorer. Après, c'est un peu dogmatique aujourd'hui. On attend encore quelques précisions parce que nous, on est clairement, les SCPI, on est clairement dans un fonds où on a des immeubles qui sont soit récents, soit anciens, mais on n'achète pas que des immeubles neufs qui sont bâtiments à énergie positive ou bâtiments à haute qualité environnementale. Et ces immeubles-là, ça représente 1% du marché. Le marché se renouvelle à hauteur de 1%. Donc oui, tu peux acheter que ces immeubles-là, mais alors les autres, tu les laisses de côté parce que... Il va y avoir une petite concurrence en plus. Oui, il y aura une augmentation des prix. Oui. Ouais. Mais l'intérêt, c'est effectivement d'agir sur le patrimoine existant. C'est là que tu peux améliorer les choses de manière beaucoup plus significative. C'est pour ça que Épargne Pierre est un fonds, ce qu'on appelle Best in Progress. Alors c'est un peu peut-être compliqué à comprendre, mais vous avez 2 catégories. Quand on note tous les immeubles, vous avez les Best in Class, donc globalement, c'est ceux qui ont reçu les félicitations du jury, et ceux-là, il faut les maintenir. Et il y a les immeubles qui sont Best in Progress, donc qu'il faut pouvoir améliorer. Il y a un plan d'action sur 3 ans Best qui est in fait. Class, c'est les 1% finalement, un peu plus ou moins, parce oui, que tu disais ceux qui viennent d'être... ou qui remplissent tous les critères, parce qu'il n'y a pas uniquement l'énergie, donc ils peuvent remplir d'autres critères. Et Best in Progress, et fondamentalement, les SCPI sont plutôt des fonds Best in Progress où on va faire progresser
et améliorer la qualité des immeubles. C'est une bonne chose de s'intéresser à tout ça et pour l'ensemble et d'être un leader là-dessus, je pense que... C'est assez amusant parce que je crois qu'on a communiqué sur notre site. Alors il y a eu des retours d'associés. Moi j'en ai vu que 2 pour l'instant. C'est Thomas Laforêt qui m'envoie ça. Donc il y en a eu un qui a dit félicitations, je suis très content. Et il y en a eu un autre, mais voilà, sa réaction ne me paraît pas surprenante en disant écoutez, on s'en moque, nous ce qui nous intéresse c'est que le taux d'occupation et dividendes soient versés. Il a raison aussi. Oui, mais en fait, ça va avoir un impact, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment, alors moi je suis dans cette génération un peu mais où je commence à réfléchir, à me dire en effet, il y a des choses que j'achète pas parce que ça correspond pas à mes critères. Et donc je pense que aussi, si tu prends de l'avance comme ça, dans 10 ans, 15 ans, tes locataires, tes entrepreneurs, nous on fait attention, on envisage d'être bicorp, on fait attention à pas mal de choses comme ça. Le sujet de la clim reste un sujet très, très compliqué parce qu'à la fois c'est de plus en plus difficile de s'en passer. Voilà, mais on fait très attention. C'est des choses sur un bureau. Je te disais que, je t'entendais tout à l'heure, je me disais qu'on fait quand même bien les choses, qu'on monte à Bordeaux. On a des bornes de recharge pour les vélos, on a parking à vélo, on a des bornes de recharge pour les voitures. On n'a pas encore les panneaux solaires, mais c'est prévu. Enfin, on a tout bien fait. Le tri, évidemment. C'est important pour de plus en plus de monde. Donc tu finiras par avoir moins de locataires, être moins attractif si tu fais pas ça. Comme ce monsieur qui avait sa remarque était totalement légitime, tu le vis comme une contrainte, effectivement, tu n'y arriveras pas. Et les contraintes sont relativement importantes en termes de reporting, en termes d'action. Mais là, tu as parfaitement raison, c'est que globalement, ça va s'imposer. Ça s'impose aux entreprises aujourd'hui, aux entreprises du CAC 40, mais au-delà à beaucoup d'entreprises qui ont une politique RSE et qui vont vouloir créer des synergies avec leurs propriétaires pour qu'on ait une politique commune avec elles. Alors c'est soit le propriétaire qui va entraîner le locataire, soit l'inverse, mais on a une vraie synergie à avoir les locataires pour avoir un dialogue, optimiser l'immeuble et cette politique RSE et derrière fidéliser. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, on rappelle aussi le risque de taxation. On n'est pas... tu as peut-être vu l'évolution de la taxe carbone. 2009, la taxe carbone, donc, qui était payée par les gens qui sont les plus polluants, les entreprises qui sont les plus polluantes, c'était 10 € la tonne de CO2. Là, c'est passé à 45 € la tonne de CO2 et on pense que ça va encore monter. Donc les sanctions par rapport à ces émissions de gaz à effet de serre risquent d'être relativement importantes. Il vaut mieux prendre de l'avance. Et on voit bien que les institutionnels, c'est-à-dire les assureurs, aujourd'hui, nos auditeurs qui souscrivent des contrats assurance vie, les assureurs ne vont plus souscrire des fonds qui ne respecteront pas cette dimension ISR. Il me reste 2 questions très rapides pour toi, Jean-Christophe. Une à propos d'une étude que vous menez sur les Français et la famille, et notamment aussi l'argent. C'est un vrai sujet, un autre sujet important et assez... on va dire l'héritage, la legacy, c'est que c'est quand même beaucoup d'hommes un peu patriarches qui gèrent l'argent, etc. Tout ça, il faut que ça change. Je crois que vous y intéressez pas mal. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire plus très rapidement et quand est-ce qu'on aura des résultats? Où est-ce que vous les communiquerez? Alors oui, on a fait une enquête là-dessus dont les résultats devraient paraître d'ici la fin de semaine, début de semaine prochaine. Donc juin 2021, oui. Okay. On vous la communiquera. Par mail sur le site ou sur les réseaux sociaux? On fera sans doute une communication réseaux sociaux et peut-être sur le site, ça on le verra. Si on part d'aujourd'hui, le profil type de l'associé aujourd'hui, il a 50 à 60 ans, c'est un homme et il a une souscription moyenne de 40 000 € à peu près. Donc tu vois bien qu'il y a un profil vraiment type qui se dégage sur la SCPI. Effectivement, les jeunes sont une clientèle qui ne fait pas beaucoup de SCPI. Alors, on doit se poser la question, où est notre responsabilité? Est-ce qu'on a assez modernisé le produit? Est-ce que c'est assez simple? Est-ce qu'en 2 clics, on peut souscrire? Il y a un truc, c'est marketing. Le terme SCPI, il fait un peu l'acronyme comme ça fait un peu truc de vieux, tu vois. Tu as peut-être raison. Et je pense, alors que pourtant, c'est un accès à l'immobilier, on l'a dit au tout début, mais qui est quand même
plutôt simple et à plein d'immobilier, pas que du logement. Donc pour moi, ça doit être un produit jeune, mais c'est une responsabilité qu'il faut... Et c'est là où on doit agir, quoi, en termes de marketing, en termes de communication, parce qu'un jeune, alors on va dire même à partir de 20 ans, mais plus raisonnablement, on va dire à partir de 30 ans, le fondement, c'est on veut être propriétaire de son logement, donc il va faire son investissement en logement, et s'il a un peu d'épargne tous les mois, que ce soit parce que le prix de la part est à 200 €, donc il souscrit 3 parts tous les trimestres, ça va lui faire 600 € d'épargne forcée qui vont lui apporter un rendement, et il le cumule, il le fait quand il le souhaite. Il y a une catégorie sous-représentée, ce sont les femmes, mais on connaît bien, je pense qu'il y a des études sur le rôle des femmes dans le placement de l'épargne, qui est un peu en arrière. Alors avec l'indépendance financière, le partage des tâches, on peut considérer qu'elles vont prendre plus de place et qu'elles vont s'intéresser. Petit à petit. Et que c'est en train de changer, mais on vit sur un vieux modèle, encore une fois, là-dessus. Et on voit bien aussi que les gens qui ont 50 ans ou qui ont 60 ans, et comme je te le disais tout à l'heure, le démembrement est intéressant. J'ai 60 ans et j'aimerais donner à mes enfants ou à mes petits-enfants une partie, mais je veux des compléments de retraite, je vais garder l'usufruit, je vais avoir mon revenu complémentaire et je vais faire souscrire la nue propriété, ou je vais souscrire pour mon enfant ou mon petit-enfant la nue propriété, et donc lui deviendra propriétaire de la totalité des parts et des revenus à l'extinction du démembrement des parts. Donc, il y a effectivement un objectif de rajeunissement, de féminisation et de modernisation de la façon dont on vend les SCPI. D'accord. Je finis généralement les entretiens par une question. Alors il faut s'y intéresser, on va retrouver tout ça et je suis impatient d'avoir les résultats. Par une question qui est, je ne suis pas rentré dans le détail de vos investissements, donc je le disais, immobilier commercial, immobilier de bureau, habitation. Potentiellement logistique, etc. Alors du coup, je vais te poser cette question. Quelle est ta martingale à toi par rapport à ça? En tout cas, si tu te projettes l'investissement dans je sais pas, est-ce que c'est justement des grands champs de panneaux solaires? Est-ce qu'il y a un truc, en tout cas, évidemment, tu peux même pas me dire un seul, mais il y en a un où tu dis ça, tiens, quand même... c'est le turfu, comme on dit. Écoute, j'aimerais bien avoir la martingale, mais il faudrait que tu me donnes la lecture des Échos de mars 2030, mais je ne pense pas qu'on l'aura. Non, mais sérieusement, l'immobilier, on a toujours dit que la situation était quelque chose d'important et ça va le demeurer. Ce qui va demeurer, la situation, c'est le lieu, l'emplacement. Exactement. Hein, emplacement, emplacement, c'est les trois règles. Le lieu et l'environnement. D'accord. Et la manière dont ça évolue. Ensuite, tu as la qualité intrinsèque de l'immeuble et effectivement, ce qu'on disait, c'est le confort et la qualité pour les occupants. Donc, comment on améliore en permanence cette qualité de nos immeubles et comment on lutte contre l'obsolescence des immeubles. Vous avez tous constaté, et vous le voyez quand vous promenez, des immeubles qui ont été bâtis dans les années 80, quelquefois aujourd'hui, c'est dramatique. Ils ne sont plus du tout aux normes, ils sont des passoires thermiques. Donc c'est des immeubles qui ne valent plus rien. Alors ils ne valent que par leur emplacement. Donc ça, il reste quand même une valeur qui est donnée à l'emplacement. Il faut prendre en compte les anticipations des besoins. On a eu à répondre pendant cette période de confinement, et tu l'as constaté aussi dans les médias, c'est la mort du bureau, c'est la mort du commerce. On aime bien annoncer à chaque fois la mort de quelque chose. Non, ce n'est pas la mort de quoi que ce soit. C'est un changement de monde. Je vous rappelle que depuis depuis que j'ai commencé ce métier en 80, on a vécu 5 crises et des crises majeures. Et il y a eu des crises structurelles. Si je vous décrivais le bureau dans lequel j'étais en 1980, ce n'est pas tout à fait pareil qu'aujourd'hui. Donc on a dû évoluer et parce qu'on est gérant, on a dû s'adapter. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Non, ce n'est pas la mort du bureau. Donc le bureau est toujours intéressant. Le télétravail, effectivement, va avoir un impact. Il va réduire la demande de bureaux. Pas de manière drastique. Sur des zones précises, potentiellement, quand même. Nous, on le constate sur notre patrimoine, on a eu très peu de demandes. Il y a des réflexions, mais il y a très peu de demandes de réduction de surface ou de gens qui partent pour aller ailleurs. C'est une illustration temporaire. Je ne dis pas que ça va rester comme ça. Le télétravail aura un impact. Mais n'oubliez pas qu'on est passé de 2000 à 2020, une réduction des surfaces par personne
qui a baissé de moins 20%. C'est-à-dire qu'avant, on avait à peu près 19 mètres carrés par personne. Aujourd'hui, on a plutôt 15 mètres carrés par personne. Pourquoi? Parce qu'on partage des espaces communs, c'est l'open space avec toutes les problématiques qu'aujourd'hui cela entraîne. Les gens ne sont pas très enclins à revenir en open space où il y a 10 personnes sur 20 mètres carrés. Dans ces mètres carrés, on compte bien sûr toutes les parties communes. Donc il y a ça. Le télétravail ne touchera pas les mêmes zones en fonction de la congestion des transports. C'est-à-dire les zones où il y a une congestion des transports, où c'est compliqué, où on est dans un immeuble où on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Effectivement, là, ça peut être un peu plus compliqué. Et on l'a bien vu que le mouvement du télétravail risque d'impacter davantage la région parisienne que les régions et que les métropoles régionales. Et je reviendrai, j'essaierai de te dire l'allocation type pour répondre plus précisément à ta question. Les commerces, c'est pareil. Alors, les commerces qui ont souffert, les centres commerciaux et les avenues touristiques ou les rues très touristiques et qui marchaient avec le commerce avec les touristes internationaux. Les retail parks, ce qu'on appelle les retail parks, les parcs de périphérie, où vous trouvez Maison du Monde, Jiffy, Decathlon, ça n'a pas souffert, ou très peu. Et vous verrez dans le rapport annuel les accords que l'on a dû passer avec certains locataires, mais ils ont été très limités, la baisse a été très, très limitée. Et les commerces de centre-ville sont en train un peu de rebondir. L'e-commerce demeurera, mais le commerce physique demeurera. Et on a vu aujourd'hui, même pendant cette période de confinement, vous pouvez vous dire, mais les commerces, ça ne se loue plus. Foncière Rémusa, qui est plutôt une SCPI commerce, aujourd'hui a eu des locaux vacants, notamment, vous avez vu que la halle aux vêtements, la halle aux chaussures avait fermé, ces locaux ont été reloués. Donc même pendant cette période, ces locaux ont été reloués parce que c'est des loyers peu chers, peu de charges et effectivement les emplacements sur des flux qui sont importants et les emplacements sont bons. Après sur l'allocation qui est importante, le bureau demeure intéressant. Il faudra vérifier l'emplacement, la qualité du locataire, la qualité de l'immeuble et la solvabilité du locataire. Donc ça c'est des éléments très importants et le niveau de loyer. Et ensuite, positionner l'immeuble dans le futur. Est-ce que ça sera toujours un immeuble de bureau? Est-ce qu'il sera facile à retravailler, à mettre aux nouvelles normes? Ou est-ce qu'on peut le transformer demain en bureau et quelle valeur capitalistique on pourra en retirer? Donc ça, c'est un segment qui restera parce qu'on aura toujours besoin de travailler dans des lieux qui seront plus différents. Il y aura plus de services qui devront intégrer cette dimension. Les commerces, oui, sur les classes d'actifs que je t'ai indiquées, retail et centre-ville, d'autant plus que l'offre va être totalement réduite. C'est-à-dire que les promoteurs de commerce ne vont plus pouvoir développer des parcs commerciaux. On a vu ce qui s'est passé, je crois, c'est en région parisienne avec l'interdiction de développer ce centre commercial très important. À Montpellier, un centre commercial devait être développé, la mairie a refusé. Donc on voit les premiers effets de la non-artificialisation des sols. Donc là, ça va créer une rareté des actifs qui seront le mieux placés. Et même s'il y a une réduction de la demande des enseignes, il y aura une réduction de l'offre, donc il y aura un équilibre. Donc voilà, la partie locaux d'activité. Alors attention quand on dit logistique. La logistique aujourd'hui, quand on dit logistique, c'est Amazon. Donc c'est merveilleux. Amazon, c'est des entrepôts de 10 000 ou 20 000 mètres carrés, donc qui coûtent très cher et qui s'achètent en dessous de 4% de rendement. Donc il ne faut pas croire que tu vas avoir un rendement plus élevé. Et le jour où Amazon libère, qu'est-ce que tu en fais? Donc il faut prier pour que... Alors en général, ils signent des baux très longs, mais il faut faire attention. Après, on voit bien que les locaux d'activité, donc c'est des locaux qui sont loués à des PME, artisans, qui vont faire de la petite transformation ou du stockage pour la livraison du dernier kilomètre. Ça, effectivement, c'est un marché qui est intéressant, qui est en train de se renchérir en termes de coûts d'acquisition, mais c'est un marché qui est intéressant. On peut parler de logistique urbaine là-dessus. Donc ça, effectivement, on regarde et on a déjà pris des positions sur de la logistique, sur des quais de messagerie notamment, dernier kilomètre. Je pense que la diversification doit passer aussi au sein d'Épargne-Pierre. Et je te disais récemment on a acheté des campings, donc c'est du tourisme de loisirs, parce que effectivement c'est un des plus gros acteurs exploitants que l'on a acquis. On a un bail de 12 ans ferme.
sur des emplacements, c'est des campings de luxe, 4 et 5 étoiles, où les taux d'occupation sont très très bons et vont rebondir très vite parce que c'est plus économique que d'aller à l'hôtel et c'est sur des sites majeurs touristiques. Et dans certains cas, on appelle ça du camping, mais c'est des mobil-homes vus sur Exactement. mer, qui est quasiment plus du mobil-home. Avec la piscine, ouais. avec les restaurants, etc. Donc c'est vraiment du haut de gamme et on poursuivra cette diversification sur d'autres types d'actifs qui ont plus à voir avec la démographie. Que ce soit la résidence étudiante, que ce soit la résidence gérée. Donc Épargne-Pierre ne s'interdit rien. La seule optique pour l'instant, c'est qu'on est franco-français pour que nos associés n'aient qu'une déclaration fiscale à faire. Ouais. Maintenant, on ne s'interdit pas d'aller en Europe si vraiment on trouve une opportunité dont les conditions seraient meilleures qu'en France. Bon, une martingale compliquée, ce serait trop beau si c'était facile. Oui. On a fait un bon tour de tout ça. Je te remercie, Jean-Christophe. Merci, Mathieu. Bravo pour tout ça. Cette entreprise qui a été... j'ai eu cette image tout à l'heure quand tu m'as parlé de la tempête. Alors moi, je suis provincial d'origine, mais je suis un bon Parisien depuis un bon bout de temps, près de 25 ans. Mais j'ai pensé à cette devise fluctuat nec mergitur, le bateau tangue mais ne sombre pas. Et voilà, j'ai l'impression que vous avez bien traversé pour l'instant, en tout cas, cette crise là où elle nous mène. Tu allais dire quelque chose? Oui. Non, ouais. Non, on a bien traversé la crise et pour mettre en perspective sur 2021, les tendances sont plutôt bonnes sur les 3 SCPI. Même sur la SCPI Commerce, Foncière et Musea qui a plus souffert, les résultats devraient être en nette amélioration sur 2020. Immo Placement, les résultats devraient être identiques à l'année dernière sur 2021, qui étaient déjà des très beaux résultats qui n'avaient pas baissé. Sur Immo Placement, et Épargne-Pierre devrait maintenir des résultats identiques à 2020 également. Voilà, et on m'a fait signe en régie, j'ai pas d'oreillette, mais que je m'en souviens qu'il ne faut pas oublier de voter. Vous êtes associé, si vous êtes associé en tout cas, hein, c'est le principe de l'association. Votez, on vous le demande, et c'est important. Il y a pas mal de questions, et voilà, en AG, ça se fait à distance aussi, donc voilà. Merci de votre attention, merci Jean-Christophe, et puis à bientôt, j'espère, en physique, en distance, puisque c'est comme ça qu'on travaille maintenant. À très bientôt, merci. Salut.